Ils l'ont appelé l'ensorcelé, un surnom que les rumeurs populaires ont répété avec une crainte presque sacrée, comme si prononcer son nom était invoquer la malédiction elle-même. Carlos II d'Espagne, dernier représentant de la dynastie des Habsbourg, n'était pas un roi comme les autres. Il était un mystère vivant, un corps déformé par des siècles de mariages consanguins, une âme prisonnière d'un royaume au bord du gouffre. Dès sa naissance, les signes étaient là. Une langue si hypertrophiée qu'il ne pouvait ni parler ni téter correctement, des traits du visage tirés, une mâchoire si proéminente qu'elle rendait impossible toute expression humaine normale. Le nourrisson ressemblait plus à une caricature qu'à un héritier de la plus puissante monarchie européenne du XVIIe siècle. Mais l'horreur ne faisait que commencer. À la cour, personne n'osait murmurer ce que tout le monde voyait. Cet enfant n'était pas simplement malade, il était détraqué, possédé par quelque chose que ni les médecins, ni les prêtres ne parvenaient à expliquer. Sa mère, Mariana d'Autriche, le considérait comme une épreuve divine. Elle interdisait toute critique et ordonnait des messes en chaîne pour conjurer le mal. Mais plus le petit Carlos grandissait, plus son corps semblait se replier sur lui-même. Il marchait tard, parlait à peine, riait rarement. Il était incapable de lire, ne comprenait rien aux jeux d'enfants et restait des heures figé à fixer le vide, comme s'il écoutait des voix qu'aucun autre ne pouvait entendre. Les médecins de la cour se succédaient, incompétents ou terrifiés. On lui prescrit des saignées, des décoctions à base de mercure, des exorcismes. Rien ne changeait. Pire, à chaque tentative, Carlos semblait s'enfoncer un peu plus dans une apathie morbide. Son corps ne grandissait pas. À l'adolescence, il paraissait avoir 10 ans, et à 20 ans, il avait l'allure d'un vieillard. Ses membres étaient déformés, ses cheveux tombaient par touffes, ses dents pourrissaient dans sa bouche. Les ambassadeurs étrangers, venus observer la couronne espagnole, retournèrent chez eux horrifiés par ce qu'ils décrivaient comme un cadavre sur le trône. Mais l'Espagne, empire immense aux colonies florissantes, ne pouvait pas reconnaître cette vérité dérangeante. Leur roi était incapable de régner, de penser, de se reproduire. Il était le fruit d'un système qui s'était cannibalisé lui-même. Un Habsbourg né d'une lignée où les mariages entre oncles et nièces étaient une monnaie courante. Un roi si consanguin que les généalogistes modernes estiment que son coefficient de consanguinité équivalait à celui d'un enfant issu d'un inceste direct. Sa génétique portait en elle la mort d'un empire. Et pourtant, malgré son état, Carlos II devint roi en 665, à l'âge de 4 ans, à la mort de son père Philippe IV. Ce fut le début d'un long calvaire. Le royaume était administré en son nom par sa mère, les nobles se déchiraient pour contrôler la régence, et les ennemis de l'Espagne, la France de Louis XIV en tête, guettaient la moindre faiblesse. Carlos était maintenu en vie comme un symbole, une marionnette fragile dans un théâtre de pouvoir en ruine. Mais ce que personne ne savait, c'est que le corps du roi ne serait pas le seul à pourrir. C'est tout le royaume qui allait sombrer avec lui. Car derrière les portes closes de l'Escurial, au milieu des crucifix, des reliques saintes et des prières, une vérité glaçante se murmurait. Le roi était victime d'une malédiction, ou d'une punition divine, ou peut-être des deux. Lorsque Carlos II fut officiellement proclamé roi, le royaume d'Espagne n'était déjà plus que l'ombre de sa grandeur passée. L'empire s'étendait encore sur l'Amérique, les Flandres, les Philippines, mais son cœur battait au ralenti. L'économie était en lambeaux, les caisses vides, les campagnes exsangues et la noblesse corrompue. Pourtant, tous les regards restaient tournés vers le jeune monarque, un enfant brisé, incapable de gouverner, mais dont la survie symbolisait celle de toute une dynastie. Sa mère, la reine régente Mariana d'Autriche, s'empara du pouvoir avec une poigne de fer, s'entourant de confesseurs, d'alcades, de favoris peu scrupuleux. Le plus influent fut le père jésuite Nithard, un conseiller venu d'Autriche, honni par la noblesse espagnole. Sous sa tutelle, la cour devint un théâtre d'intrigues religieuses et politiques où l'on priait plus qu'on ne gouvernait. Carlos, lui, restait enfermé dans ses appartements, fragile et silencieux, son regard vitreux incapable de suivre le fil des événements. Les rumeurs enflèrent. Certains disaient qu'il était possédé par un démon, d'autres qu'il n'était même pas humain. Des sorcières furent arrêtées, torturées, brûlées vives, accusées d'avoir jeté un sort sur le roi. La cour plongea dans une paranoïa mystique, mêlant superstition et fanatisme.
On fit venir des prêtres exorcistes, on bénit les murs du palais, on répandit de l'eau bénite sur les draps du roi. Mais rien n'y fit. Carlos restait toujours aussi faible, malade, hébété. À 15 ans, on décida qu'il était temps de le marier. Non pas pour son bonheur, il n'en connaissait même pas la notion, mais pour donner un héritier au trône, sauver la dynastie Habsbourg d'Espagne de l'extinction. On choisit Marie-Louise d'Orléans, nièce de Louis XIV, espérant calmer les tensions avec la France. La jeune princesse arriva à Madrid avec un espoir naïf et un cœur pur. Ce qu'elle découvrit la fit sombrer dans une dépression noire. Carlos était incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux. Leur union resta stérile, et les médecins de la cour accusèrent Marie-Louise d'être ensorcelée. On lui administra des potions, on la força à des traitements humiliants, et on la priva même de nourriture. La jeune reine mourut à 26 ans, dans une agonie solitaire, le visage marqué par la tristesse d'un destin volé. Mais Carlos survivait toujours, comme un revenant accroché à son trône. Chaque jour de sa vie était une épreuve. Douleurs physiques, diarrhée sanglante, migraine insoutenable, paralysie soudaine. Il ne pouvait plus monter à cheval, peinait à tenir une plume, bavait en parlant. Il avait des trous de mémoire, confondait les personnes, répétait les mêmes phrases en boucle. Pourtant, malgré cette dégénérescence évidente, personne n'osait évoquer sa destitution. Il était l'élu de Dieu, le roi par droit divin, et dans l'Espagne du XVIIe siècle, cela valait plus que toute compétence réelle. La situation devint intenable. La noblesse s'entre-déchirait, les impôts ruinaient le peuple, les colonies se révoltaient, et l'armée sombrait dans l'indiscipline. Et pourtant, Carlos II restait là, immobile, les yeux perdus, comme un spectre d'un âge révolu. On aurait dit qu'il ne vivait que pour retarder l'inévitable. Mais l'histoire n'attend pas. Et bientôt, les puissances européennes allaient réclamer leur dû. Le monde regardait l'Espagne et se demandait combien de temps encore ce roi mourant pourrait contenir la chute d'un empire. Après la mort tragique de Marie-Louise d'Orléans, l'Espagne se retrouva face à une urgence qu'elle ne pouvait plus ignorer. Sans héritier, la dynastie des Habsbourg d'Espagne était condamnée à disparaître. Le roi Carlos II, affaibli, souffrant et à demi conscient du monde qui l'entourait, restait malgré tout la clé d'un échiquier géopolitique explosif. Toute l'Europe retenait son souffle. Qui hériterait du trône espagnol? La réponse dépendait d'un miracle, que Carlos puisse engendrer un enfant. En 1790, dans un ultime espoir, on lui choisit une seconde épouse, Marie-Anne de Neubourg, une princesse allemande issue d'une famille réputée pour sa fertilité exceptionnelle. Sa mère avait accouché de 23 enfants. L'objectif était clair, produire un héritier, coûte que coûte. À son arrivée à Madrid, Marie-Anne découvrit un époux au visage cireux, aux gestes lents, au regard éteint. Le palais était silencieux, comme un mausolée imprégné d'encens et de chuchotements. Elle comprit vite qu'elle avait été envoyée là non comme épouse, mais comme esclave de la reproduction. Les tentatives d'union furent vaines. Carlos, déjà incapable lors de son premier mariage, ne fit guère mieux avec sa nouvelle épouse. Les médecins proposèrent des remèdes absurdes. Bain dans le sang d'animaux, fumigation de soufre, élixir aphrodisiaque à base de testicules de taureau. Aucun ne fonctionna. Les prêtres organisèrent des veillées de prière, les astrologues observèrent les astres, des moines murmurèrent des incantations anciennes. Mais le silence du ventre de la reine devint assourdissant. Au sein du palais, les rumeurs reprirent. On disait que le roi était maudit dès la naissance, que ses entrailles étaient mortes, que son sperme était de la couleur du plomb. Certains affirmaient qu'il était né sans âme, fruit d'un pacte ancien entre les Habsbourg et des forces obscures. D'autres évoquaient une punition divine pour les péchés d'orgueil accumulés par ses ancêtres. La reine, quant à elle, sombra peu à peu dans l'amertume, consciente qu'elle n'était que l'ultime espoir d'une dynastie en train de se noyer. Pendant ce temps, l'Europe s'agitait. Louis XIV en France, l'empereur Léopold Ier d'Autriche, les rois d'Angleterre et de Prusse, tous surveillaient l'agonie espagnole. Chacun préparait ses pions, ses alliances, ses armées. Le testament du roi, ce morceau de papier si fragile, était devenu l'objet de toutes les convoitises. À qui irait l'héritage? À un Bourbon français, à un Habsbourg autrichien, à un roi espagnol de sang mêlé? Chaque solution portait en elle le germe d'une guerre.
Et Carlos, lui, s'éteignait lentement, conscient à demi que sa mort précipiterait un cataclysme. On raconte qu'il se parlait à lui-même, dans le noir, le soir, murmurant des noms oubliés, demandant pardon à Dieu, à sa mère, à ses ancêtres. Il priait des heures entières, demandant un miracle qui ne viendrait jamais. Les médecins constataient que son corps s'effondrait de l'intérieur, ses organes semblaient se décomposer alors qu'il respirait encore. Il vomissait du sang, perdait ses ongles, ne reconnaissait plus ses proches. Chaque jour, il s'approchait un peu plus du néant, mais refusait d'y sombrer. Il était le roi d'un empire sans futur, le survivant d'un monde qui ne savait plus croire. Et à travers son agonie, c'est toute l'Europe qui s'apprêtait à basculer. Car dès que son cœur s'arrêterait de battre, les sabres seraient tirés, les frontières rougies et les peuples entraînés dans un chaos sanglant. L'aube du 1er novembre 1600 s'est levée sur Madrid dans un silence angoissant. Le palais de l'Escurial, habituellement parcouru par les murmures des courtisans et les pas étouffés des serviteurs, ressemblait à un tombeau. À l'intérieur, Carlos II gisait sans vie, son visage cireux tourné vers le plafond, les yeux entr'ouverts comme s'il avait quitté ce monde sans comprendre ce qui l'avait retenu si longtemps. Il avait 48 ans, mais en paraissait 80. Le roi était mort, enfin. Mais ce qui suivit sa mort fut encore plus dérangeant que sa vie. La coutume exigeait qu'on pratique une autopsie sur les corps royaux, afin de conserver certains organes dans des urnes distinctes, selon un rituel séculaire. Mais les médecins, lorsqu'ils ouvrirent le cadavre de Carlos II, furent frappés d'horreur. Les témoignages de l'époque parlent d'un corps pourri de l'intérieur, dépourvu de sang, avec un cœur noirci et de la bile figée comme de la poix. Ses entrailles étaient gangrenées, ses poumons ulcérés et ses reins réduits à une bouillie infecte. On découvrit qu'il avait un seul testicule atrophié et que sa tête était pleine d'eau, signe possible d'hydrocéphalie. Certains assistants s'évanouirent, d'autres vomirent. La puanteur était insoutenable. Mais au-delà du choc physique, c'est la symbolique qui terrifia tous les présents. Le roi était mort comme il avait vécu, dans la décomposition. Son corps n'était plus qu'un amas de chair en ruine, reflet d'un royaume qui lui aussi tombait en poussière. Dans les rues de Madrid, la nouvelle de sa mort se répandit comme un feu froid. Il n'y eut ni larmes ni cris de deuil. Le peuple, affamé, appauvri, exténué par des décennies de crise et de décadence, accueillit la disparition de Carlos avec une résignation muette. Le roi n'avait jamais été leur guide, ni leur espoir. Il était un fantôme, un nom sur les pièces de monnaie, une image floue dans les églises. Sa mort semblait presque irréelle, comme si le mal qui le rongeait continuait de planer sur le royaume. Mais pour les puissances étrangères, c'était le signal tant attendu. Car Carlos, dans ses derniers mois de lucidité ou de pression intense, avait signé un testament controversé. Il désignait comme successeur Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, roi de France. Un Bourbon sur le trône d'Espagne? C'était inacceptable pour l'Autriche, l'Angleterre et les Provinces-Unies. La crainte d'une union entre les deux plus grandes monarchies d'Europe poussa les ennemis jurés à faire cause commune. À peine la dépouille royale refroidit que les armées se mobilisèrent. La guerre était inévitable. Mais revenons un instant à cette scène glaçante. Le cercueil de Carlos II, exposé dans la basilique de l'Escurial, veillé par des moines récitant des psaumes. Le visage du roi avait été recouvert d'un voile d'argent, non pas en signe de gloire, mais pour cacher l'effroi qu'inspirait sa dépouille. À ses côtés, nul héritier, nul fils pour pleurer. Seule la reine Marianne, désormais veuve et impuissante, priait dans un murmure brisé. Et dans cette chambre mortuaire, baignée par la lumière tremblotante des cierges, un constat s'imposait à tous. La mort de Carlos II n'était pas seulement la fin d'un homme, mais la chute d'un monde. Celui des Habsbourg d'Espagne, cette lignée qui, jadis, faisait trembler l'Europe entière, s'était éteinte dans le silence et la pourriture. Mais le pire était à venir. Car la guerre qui éclata allait embraser un continent entier. Le testament de Carlos II, en désignant Philippe d'Anjou comme successeur, n'était pas un simple acte politique. C'était une détonation. À Versailles, Louis XIV s'empressa d'annoncer la nouvelle avec triomphe. Son petit-fils monterait sur le trône d'Espagne sous le nom de Philippe IV. Le roi Soleil, jusque-là contenu par les équilibres européens, entrevoyait l'aboutissement d'un rêve, unir la France et l'Espagne sous une même maison,
former une alliance dynastique qui dominerait le continent. Mais l'Europe ne l'entendait pas ainsi. À Vienne, l'empereur Léopold Nuer, parent direct de Carlos II par les Habsbourg d'Autriche, cria au scandale. L'Angleterre et les Provinces-Unies, quant à elles, voyaient dans cette union un danger mortel pour l'équilibre des puissances. Une guerre pour la succession d'un roi mort s'annonçait. Et elle allait être l'une des plus longues, des plus coûteuses et des plus sanglantes de l'histoire moderne. La guerre de succession d'Espagne, 1601-1514. Ce conflit ne fut pas seulement militaire. Il fut diplomatique, économique, idéologique. Il opposa deux conceptions du monde, celle d'un absolutisme dynastique centralisé autour de la France et celle d'un équilibre européen garant de la diversité des puissances. Les batailles s'enchaînèrent, Blenheim, Ramillies, Turin, Malplaquet. Des dizaines de milliers de morts jonchèrent les champs d'Europe pour une couronne abandonnée par un cadavre déjà oublié. L'Espagne elle-même, épuisée par des décennies de déclin, servit de théâtre à des affrontements cruels. Les villes changèrent plusieurs fois de main, les récoltes furent pillées, les populations massacrées. Des frères se battirent contre des frères, des nobles espagnols choisirent leur camp, les partisans des Bourbons contre ceux de l'archiduc Charles d'Autriche, prétendant Habsbourg. Le royaume, déjà vidé par l'inaction de Carlos, sombra dans le chaos et la désolation. Et pourtant, au milieu des ruines, une vérité persistait. Tout cela, tout ce sang versé, tout ce fracas impérialiste venait d'un seul homme, ou plutôt d'un corps brisé par des siècles de consanguinité, d'un destin tragique qui n'avait jamais été réellement le sien. Carlos II n'avait rien choisi, rien conquis, rien dirigé. Il avait été porté, traîné, utilisé jusqu'à sa mort. Et même après celle-ci, son nom continuait de hanter l'Europe, de faire trembler les trônes et vaciller les couronnes. En 1614, après 13 ans de guerre, la paix fut enfin signée. Philippe V conserva le trône d'Espagne, mais renonça à tout droit sur la couronne de France, scellant ainsi la séparation des deux royaumes. L'Empire espagnol fut réduit, la puissance des Habsbourg définitivement anéantie en Espagne, et l'Europe, bien que pacifiée, était transformée à jamais. Un nouvel ordre s'était installé, né du vide laissé par un roi incapable de régner. Carlos II, dans sa misère, avait provoqué sans le vouloir l'une des plus grandes mutations géopolitiques de l'histoire moderne. Sa vie douloureuse, son infertilité, sa dégénérescence n'avaient pas seulement tué une lignée, elles avaient réécrit la carte du monde. Et dans cette ironie cruelle, peut-être se cachait la dernière malédiction du roi ensorcelé. Pendant que l'Europe se couvrait de cendres sous les sabots des armées, à l'intérieur même de l'Espagne, le palais de Madrid devenait un nid de vipères. La mort de Carlos II n'avait pas calmé les esprits, elle les avait déchaînés. Chacun voulait sa part d'héritage, chacun avançait ses prétentions. La reine Marie-Anne de Neubourg, veuve sans enfant, tenta de faire jouer ses alliances germaniques. Des nobles espagnols, jaloux de la montée du pouvoir français, fomentaient des conspirations. Et dans les couloirs sombres de l'Escurial, les ombres de l'ancien roi semblaient encore planer, comme un avertissement silencieux. Les années précédant la mort de Carlos avaient été marquées par un climat de peur presque hystérique. À la cour, on soupçonnait tout le monde d'empoisonnement, de sorcellerie, de trahison. Les partisans des Habsbourg accusaient ceux des Bourbons d'avoir influencé le roi malade pour favoriser Philippe d'Anjou. On parlait d'hypnose, de manipulation par des moines, de billets secrets glissés dans les mains tremblantes du monarque. Certains prétendaient que Carlos, dans ses derniers instants, avait voulu changer son testament. Mais personne ne savait ce qui était vrai. Tout était mensonge et théâtre. Dans cette atmosphère délétère, une chose était certaine. L'Espagne ne contrôlait plus son destin. À Madrid, les décisions étaient désormais dictées par des émissaires venus de Versailles ou de Vienne. Le peuple espagnol, qui n'avait jamais eu voix au chapitre, subissait. La guerre, la famine, les impôts, rien ne changeait. La figure du roi n'inspirait plus ni respect ni terreur. Elle était devenue un souvenir grotesque. Le nom de Carlos II faisait frémir, non par grandeur, mais par horreur. On racontait aux enfants qu'il était né sans cœur, que les vers avaient déjà commencé à le ronger de son vivant,
que son ombre restait visible certaines nuits, errant dans les couloirs de l'Escurial, murmurant des psaumes dans une langue oubliée. Et pourtant, certains ne voulaient pas le laisser reposer. Les partisans de l'archiduc Charles, fils de l'empereur Léopold, criaient au Faux Testament. Ils accusaient la reine veuve de trahison, dénonçaient les jésuites comme conspirateurs. Des pamphlets circulaient en secret, évoquant un complot des Bourbons et du diable. Des prêtres furent excommuniés, des nobles disparurent sans explication. L'Espagne, au lieu de faire son deuil, s'enfonçait dans un cauchemar de paranoïa collective. Mais ce chaos n'était pas seulement politique, il était existentiel. Avec la mort de Carlos II, c'était tout un modèle du monde qui s'effondrait, celui de la monarchie sacrée, du droit divin, du sang pur qui garantissait la légitimité. L'idée même de dynastie avait été souillée. Le dernier Habsbourg espagnol, au lieu d'incarner la continuité, avait révélé la monstruosité cachée sous les orses du trône. On disait autrefois que les rois guérissaient les écrouelles par leur simple toucher. Carlos, lui, infectait tout ce qui l'approchait, les âmes, les corps, les royaumes. Même mort, il contaminait encore l'avenir. Et dans cette Espagne fracturée, sans repère ni foi, une ère s'achevait. Celle des couronnes transmises comme des reliques, des lignées millénaires, des rois nés. Désormais, le pouvoir allait se gagner par le sang, mais sur les champs de bataille. Tandis que les diplomates redessinaient les frontières de l'Europe à coups de traités et que les généraux s'affrontaient au nom de prétendants qu'ils n'avaient jamais vus, un autre drame se jouait dans l'ombre, celui du peuple espagnol. Loin des fastes de la cour, loin des intrigues de Madrid ou des salons de Versailles, les Espagnols, paysans, artisans, soldats et mendiants, vivaient une époque d'effondrement silencieux. Car la mort de Carlos II n'avait pas seulement désorganisé les élites, elle avait creusé un vide d'identité. Durant des siècles, le peuple avait appris à vénérer la monarchie comme une incarnation terrestre de Dieu. Le roi était loin du Seigneur, le protecteur des âmes et des terres. Mais Carlos II avait brisé ce lien mystique. Il ne guérissait pas, il ne commandait pas, il ne parlait même pas. Pour beaucoup, il n'était plus qu'un monstre triste qu'on exhibait lors des cérémonies, un corps maladif dont les processions sacrées ne faisaient plus frissonner personne. Sa faiblesse physique avait rendu visible la faiblesse morale du système tout entier. Dans les campagnes, les famines faisaient rage. Les terres restaient en friche, faute de bras pour les travailler, et les impôts continuaient de tomber, exigés par une noblesse en guerre ou en fuite. Les communautés indigènes dans les colonies américaines se révoltaient, profitant du chaos pour contester l'autorité d'un roi qu'elles n'avaient jamais vu et dont elles n'avaient jamais reçu de justice. À Séville, à Tolède, à Valladolid, les églises s'emplissaient de prières désespérées, non pour glorifier le souverain, mais pour demander un peu de pain, un peu de paix, un peu de répit. L'image du roi, autrefois portée dans les processions comme une icône vivante, fut remplacée par des caricatures. Carlos II y apparaissait comme un pantin flétri, aux yeux vides, porté par des prêtres squelettiques. Le peuple murmurait qu'il n'avait jamais été un vrai roi, que Dieu l'avait envoyé non pour régner, mais pour punir l'Espagne de ses péchés. Le roi maudit était devenu le roi inutile. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette faillite royale qui permit aux premières idées modernes de germer. Privé de figures fortes, le peuple se mit à regarder ailleurs, vers les juntes locales, les communautés municipales, les guildes d'artisans. Le pouvoir ne descendait plus du ciel, il semblait devoir remonter de la terre. Bien sûr, nous étions encore loin des révolutions, mais une fracture mentale s'était ouverte. Carlos II, sans jamais le vouloir, avait affaibli le mythe royal plus sûrement qu'aucun républicain. Ce n'est pas un hasard si, dans les décennies qui suivirent sa mort, l'Espagne connut un lent mais irrémédiable repli. Elle cessa d'être un empire conquérant pour devenir une nation fatiguée, mélancolique, obsédée par son âge d'or perdu. L'absence d'un roi légitime ou simplement vivant avait laissé une blessure identitaire que ni les Bourbons, ni les guerres, ni les alliances ne purent refermer. Et ainsi, dans les ruelles poussiéreuses des villages andalous, dans les chants plaintifs des poètes castillans, dans les silences du peuple, le nom de Carlos II devint synonyme de vide. Non pas le vide d'un trône, mais celui d'une âme collective qui ne savait plus à qui appartenir. Lorsque l'on évoque aujourd'hui le nom de Carlos II en Espagne, ce n'est pas avec la solennité due au roi. Ce n'est pas non plus avec la tendresse réservée aux souverains malheureux. C'est avec un mélange étrange de frissons et de fascination macabre.
car Carlos II, bien loin d'avoir été oublié, est devenu l'un des monarques les plus présents dans l'imaginaire collectif espagnol, mais sous forme de spectre. Dans les siècles qui suivirent sa mort, sa figure se transforma peu à peu en une créature de légende. Dans les provinces reculées de Castille, les vieilles femmes racontaient aux enfants que le roi maudit revenait certaines nuits d'orage, traînant ses pieds morts à travers les couloirs de l'Escurial, cherchant désespérément un héritier. On disait que son souffle gelait les cierges, que ses gémissements faisaient craquer les poutres, et que son visage apparaissait parfois dans les vitraux des églises tordues de douleur, implorant le pardon d'un peuple qu'il n'avait jamais su guider. Les guérisseurs et les exorcistes conservaient des fragments de textes anciens prétendument utilisés pour désenvoûter le roi. Certains vendaient encore au XIXe siècle des potions censées guérir les maladies de Carlos, un nom devenu synonyme de dégénérescence physique et spirituelle. Dans certaines confréries rurales, on l'évoquait comme un avertissement, une lignée trop pure finit par se corrompre, un pouvoir trop absolu finit par s'autodétruire. Mais cette légende noire n'était pas uniquement l'œuvre du peuple. Même les intellectuels du siècle des Lumières, puis les historiens libéraux du XIXe siècle, prirent Carlos II comme un symbole de décadence et de superstition. Ils le présentèrent comme l'antithèse de la modernité, un roi enclavé dans la foi aveugle, la consanguinité dynastique et l'immobilisme politique. Dans les manuels scolaires, son règne était réduit à une suite de malheurs, à un prélude grotesque à la naissance de l'État bourbonien. Pourtant, derrière cette image grotesque, il restait quelque chose d'étrangement humain. Certains écrivains romantiques, au début du XXe siècle, redécouvrirent en sa figure sous un jour plus tragique, non plus comme un monstre, mais comme une victime, un enfant condamné par sa naissance, un être sensible broyé par une machinerie dynastique impitoyable. Ils virent en lui l'incarnation même de la solitude absolue du pouvoir, un roi qui ne possédait même pas sa propre volonté. Dans le théâtre, la littérature, le cinéma, Carlos II revint sous de multiples formes, parfois grotesque, parfois pitoyable, parfois spectrale. Il devint une énigme nationale, une blessure ouverte que les Espagnols ne savaient comment refermer. Car il posait une question troublante. Que reste-t-il d'un roi dont personne n'a voulu, mais dont tout le monde subit les conséquences? Et dans les couloirs encore sombres de l'Escurial, il est dit qu'il reste une pièce, toujours verrouillée, jamais visitée, où l'air semble plus froid, le silence plus dense. Les gardiens, à la tombée de la nuit, évitent d'y passer. Non par peur du roi, mais par peur de ce qu'il représente encore aujourd'hui, le prix du silence, le poids du sang et la tragédie d'un pouvoir sans visage. Ce qui reste de Carlos II, ce ne sont pas des lois, des batailles gagnées ou des monuments bâtis en son nom. Ce sont des symptômes. Un héritage biologique, moral et politique si lourd qu'il continue à hanter non seulement l'histoire espagnole, mais toute la réflexion européenne sur la nature du pouvoir, de la filiation et des limites de la lignée. Carlos II fut, à sa manière, le résultat extrême d'un système de reproduction dynastique poussé jusqu'à l'absurde. Les Habsbourg espagnols, depuis plusieurs générations, avaient cultivé la consanguinité avec un aveuglement presque religieux, croyant protéger la pureté du sang royal. Mariage entre oncles et nièces, cousins germains, alliances fermées. Tout cela dans l'illusion que le sang sacré ne devait jamais être souillé par des apports extérieurs. Mais cette vision s'est retournée contre eux. Les généticiens modernes, en analysant la lignée de Carlos, estiment que son coefficient de consanguinité approchait les 0,25, soit l'équivalent d'un enfant issu d'une union frère-sœur. Ce n'est donc pas une surprise qu'il soit né avec une avalanche de malformations, macroglossie, déficit immunitaire, stérilité, troubles mentaux, hydrocéphalie probable. L'homme était l'ultime fruit d'un arbre généalogique devenu cercle vicieux. Et au-delà du corps malade de Carlos, ce sont les rouages mêmes du pouvoir monarchique qui furent mis à nu. Car le roi, dans la logique du droit divin, n'est pas seulement un chef politique. Il est l'incarnation vivante de la continuité de l'État. Or, que se passe-t-il quand cette incarnation devient grotesque? Quand la lignée royale ne produit plus un héros, mais un corps souffrant, muet, presque cadavérique? Le règne de Carlos II posa cette question vertigineuse. Peut-on obéir à un roi qui n'existe que de nom? La réponse, bien sûr, fut politique. Les puissances étrangères, voyant la vacance réelle du pouvoir à Madrid, agirent en conséquence.
L'Espagne devint un enjeu stratégique, un pion sur l'échiquier européen, non plus un acteur souverain. L'identité nationale espagnole, déjà fragilisée par les échecs militaires et les crises économiques, perdit encore plus de substance. Le roi censé unir avait divisé. Le roi censé régner avait désarmé son pays. Le roi censé engendrer avait coupé la lignée. Mais là où le legs de Carlos devient presque effrayant, c'est dans ce qu'il dit sur notre fascination collective pour la lignée, le sang, la légitimité naturelle. Pendant des siècles, les rois se sont crus invincibles parce qu'ils étaient nés tels. Carlos a démontré que la naissance seule ne suffisait pas, qu'un nom, une généalogie, un sang bleu ne garantissent ni l'intelligence, ni la force, ni même la simple vitalité. Il fut le miroir inversé de l'idéal monarchique. Au lieu de la majesté, la difformité, au lieu de la fécondité, le vide, au lieu de l'ordre, la décomposition. L'Europe moderne est née en partie de ce choc. Après Carlos, les monarchies commencèrent à réviser leurs alliances matrimoniales, à ouvrir leurs horizons, à injecter un peu de réalisme dans la construction des lignées. Le rêve d'un pouvoir pur laissa lentement place à l'idée, encore fragile, d'un pouvoir fonctionnel. Et si le peuple mit encore longtemps à se libérer du mythe royal, le roi Charles II, sans le savoir, avait planté une graine, celle du doute. Un doute corrosif, silencieux, mais irréversible. Lorsque les derniers cierges furent éteints dans la basilique de l'Escurial, que le tombeau royal fut scellé sous la pierre et la prière, que les courtisans s'éclipsèrent dans le froid de la nuit castillane, il ne resta plus rien de Carlos II. Rien, sinon un nom, une rumeur, une énigme. Le dernier roi Habsbourg d'Espagne n'avait laissé aucun enfant, aucun testament d'espoir, aucune œuvre durable. Même sa mémoire était trouble, floue, comme dissoute dans les brumes d'un règne sans éclat. Et pourtant, c'est dans cette absence, dans ce vide laissé béant, que son règne prit tout son sens. Carlos II, l'homme qu'on disait ensorcelé, fut en vérité le produit d'un système ensorcelé lui-même. Un monde où le pouvoir se transmet par le sang, où le trône est plus sacré que le peuple, où la dégénérescence est maquillée en providence divine. Un monde qui préférait croire à la malédiction plutôt qu'à la responsabilité. Un monde qui, face à la souffrance visible d'un enfant devenu roi, ferma les yeux, pria, saigna, mais n'apprit rien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa vie entière fut un long adieu à la force, à la parole, à la dignité. Son corps fragile, tordu, rongé par les séquelles génétiques, n'était pas qu'un accident de naissance. C'était le symptôme d'un pouvoir en phase terminale. Et si l'on peut pleurer l'homme, car il fut avant tout une victime, un enfant qu'on n'a jamais laissé choisir, on ne peut ignorer ce que sa mort a révélé. La fin d'un ordre ancien. Ce n'est pas un hasard si tant de peuples, de générations, d'écrivains et de penseurs se sont tournés vers son histoire pour y chercher une leçon. Dans le silence d'un roi qui ne parlait pas, ils ont entendu le cri d'un monde qui s'écroule. Dans l'incapacité à engendrer, ils ont vu le refus de transmettre l'injustice. Dans la lenteur de son agonie, ils ont reconnu la lente agonie d'un système qui refuse de mourir. Et aujourd'hui encore, quand on marche dans les couloirs glacés de l'Escurial, quand on croise son effigie dans un musée oublié, ou qu'on lit son nom dans un vieux manuel, une question revient, inlassable. Comment un seul homme, si faible, si brisé, a-t-il pu faire basculer l'histoire d'un continent? La réponse, peut-être, est qu'il ne l'a pas fait seul. Il fut le miroir dans lequel toute l'Europe dut contempler sa propre monstruosité. Carlos II n'est pas un simple roi oublié. Il est un avertissement contre l'aveuglement du pouvoir, contre le culte de la pureté, contre le silence devant la souffrance. Il est la preuve que l'histoire, parfois, ne crie pas dans le fracas des batailles, mais murmure dans l'agonie d'un roi qui ne demandait qu'à vivre comme un homme. Et dans ce murmure, l'Europe comprit, trop tard, que même les couronnes finissent par se briser, sous le poids de leurs propres mensonges.